et des crédits du secteur privé. Bien. Maintenant, il y a un jeune qui m'a demandé les exemples de financement. Si j'ai mal repris la question, il faut me le dire. Sur les exemples de financement, j'ai cité les niches de financement dans mon exposé. Je vous ai parlé des financements du budget de l'État, le BIC. Le maire de nous voulait qu'il soit assis pour que je dise devant lui les crédits qu'on envoie à nous. Je voulais le dire clairement. Compréhension d'un projet. C'est connu, je ne te dis pas, pas voir le journal du projet. Je dis, en dehors du BIP, chaque commune a 100 millions pour que le maire choisisse un projet qui sort même de sa cuisine. Je vous ai dit qu'il y a à la BAD, vous n'avez pas peut-être suivi, je vous ai dit qu'il y a le financement à la BAD, à la Banque islamique. J'ai dit tout à l'heure là que si lui veut construire une mosquée, il n'a pas seulement suivi l'exposé, il va voir Lawal. Vous connaissez Lawal Aloum, non? Awal. Awali. Mais il vous donne, c'est-à-dire on prend seulement un document. On veut construire une mosquée, il y a tel nombre de fidèles qui n'arrivent pas à aller à la mosquée parce qu'il n'y a pas de mosquée, il y a le terrain, et puis vous demandez le financement. Moi je l'ai dit. Vous présentez votre rapport et maintenant vous demandez, dans mon résumé de 11 points, je me suis apaisanti sur chaque point pour dire comment on le remplit. Donc j'ai cité, maintenant j'ai dit le processus. Comment faire pour avoir le financement du BIP? J'ai dit, vous pouvez demander à un cabinet conseil. Vous pouvez voir le délégué régional du littoral. J'ai fait ça quand j'étais en fonction. Et je peux le faire comme consultant parce que l'argent est là. On ne vote pas l'argent au budget. Les députés ne votent pas pour qu'on ne consomme pas un jour. C'est des sources de financement. Bien. Maintenant, quelqu'un a demandé si la validation n'est pas aléatoire. J'ai une très belle réponse. On dit que le document de projet doit être revêtu d'un visa de maturité. C'est le gouverneur qui donne le visa. Il a assisté du délégué régional de l'économie que j'étais il y a 10 ans. Comme secrétaire, assisté des autres délégués régionaux. Il y a un bureau, secrétariat technique. Vraiment, l'administration est bien organisée. Tous les projets viennent, on les lit gratuitement. C'est le gouverneur qui vous dit, asseyez-vous là. Si j'entends que quelqu'un a demandé 5 francs, est-ce que vous me comprenez? On est assis, on regarde les projets. On dit que chaque délégué met son... Et je fais la liste. Les documents qui sont à maturité complète, je mets ceux qui sont à maturité incomplète, j'écris ce qui manque. Ceux qui ne sont pas matures, j'écris, le gouverneur voit. Et lui, un sphinx, il lit les critères. Il pose son cachet. Donc, tu ne peux pas dire que c'est aléatoire. Et je vais arriver. C'est un projet et ça répond à une des questions que tu as posées. Les projets financés à tête chercheuse. Ça arrive aussi. Ça arrive et ce sont des projets politisés. C'est ça qui a fait une grande partie de ma thèse. Je vais la partager. L'insuffisance, la problématique de l'insuffisance de la maturation et le développement durable. Quand un gars veut être maire ou bien veut être député, j'aurais bien voulu que mes copanélistes soient là. Il fait des promesses. Il passe, il dit, je veux construire une école en Gomike, je veux construire ceci, je veux. Il annonce sur la base de rien. Les promesses des politiciens sont des promesses fallacieuses qui contribuent à l'insuffisance de la maturation. Parce qu'il dit, je construis les écoles, il donne 10 millions. Tout le monde applaudit. X nous a donné 10 millions pour construire l'école. Dès qu'on commence à construire, j'ai la conscience, je te donne 10 millions, tu peux construire une salle de classe. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que ce n'est pas le coût de la construction d'une salle. Il va même construire où il faut qu'il y ait d'abord le site. Il va arriver là-bas, peut-être à Manengwassa, il tombe sur un terrain qui appartient à quelqu'un. Alors que le politicien avait déjà dit, ce sont des insuffisances qui ont fait l'objet d'une problématique. J'ai identifié durant ma carrière.
plus de 5000 projets dont les insuffisances créaient l'immaturation et qui n'ont pas permis au projet d'être réalisé. Maintenant, les porteurs des projets, comment contourner? Tout à l'heure, quand je vous ai lu les 11 critères, vraiment, si on avait la vidéo projection, ça allait être une très bonne chose. Parce que j'allais revenir sur... Je reviens sur les 11 critères. Je vais vous dire comment on contourne l'administration. Oui, je vais lire. Oui, ça va finir. Alors, ce sera une réponse qui va permettre de comprendre le mécanisme. Alors, je vais aller très vite, avant les 7 minutes. On dit, tous les 11 critères que tu as notés, tu n'as besoin que des visages du délégué du MINTP. Tu peux l'appeler parce que tu lui dis que moi j'ai, voilà mon terrain, vérifie que j'ai mon... Ça dit, tu lui présentes les documents. Comme je te connais, comme c'est juste, il va mettre le visa. Sans lui donner. Si tu te demandes 5 francs, tu appelles le gouverneur. Je ne sais pas si on se comprend. C'est valable chez tout le monde. Dès que tu es dans la complétude de tes éléments de maturité, tu agis en force. Tu dis, j'ai mes 30% de financement. J'ai 30 millions sur 50. Avec les preuves que tu as les 30 millions. Tu écris au ministère de l'économie. Avec les preuves. Et donc, les porteurs de projets, je n'ai que cité les projets d'investissement privé qui ont les bénéfices. Enfin, je vais vous dire, il y a l'argent à la BAD, la Banque africaine de développement. Je vais vous donner les contacts. Mon cabinet, j'aurai besoin, je serai un garde de roue. Je vais donner les éléments et je vais me faire payer un peu. Mais je vais vous donner les éléments nécessaires. Je vous en prie, on va prendre une ou deux dernières questions. Peut-être y compris aussi la mienne, parce que j'aimerais bien poser une question au docteur Ella. C'est le dernier, je ne vais pas en même. Le financier, c'est celui qui te fait la barrière. Parce qu'il va se rassurer. Quand tu vas demander du crédit à la DSEC, qu'est-ce qu'on te demande? Est-ce un nombre de pièces? Le fondé te donne le crédit quand tu as la même condition. C'est bon? Alors j'ai une question à 2 volets. Oui, alors je voudrais saisir ici l'occasion d'être assez concret concernant ce que le docteur l'a dit. Nous avons la CENFRA qui existe depuis plusieurs années et qui essaie de faire des projets à l'eau. Et selon l'exposé du docteur là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de possibilités de financement de projets. Alors, pourquoi n'est-il pas possible qu'il y ait une collaboration entre la CENFRA et le docteur là, qui identifie des projets, qui les monte, qui les font financer et la CENFRA les implémente sur le terrain. Moi, je le dis par expérience personnelle. Ça, c'est ce que je fais depuis presque 30 ans. Moi, j'écris plus de projets. Les cabinets qui écrivent des projets pour moi, pour ce que je fais sur le terrain. Et les cabinets sont payés ou directement ou par pourcentage. C'est-à-dire, avant de monter des projets, vous entendez avec le consultant qui dit j'ai 2% ou 5% ou 10% de la valeur totale du financement du projet. Et pendant que le projet est monté, ces honoraires sont inclus déjà dans le budget. J'ai fait des projets de l'Union européenne comme ça, avec l'agent de développement Allemagne, l'Autriche et ainsi de suite. Ça, c'est une proposition concrète. Bon, ça, je ne sais pas si la CENFRA
Jomo. Non. Voilà. Alors ça c'est le premier volet. Moi ce qui m'inquiète énormément, c'est la gestion des projets au Cameroun. Ça a été un petit peu, voilà, je crois que Joe l'a évoqué. Nous devons parler de la question de la corruption au Cameroun. Parce qu'on vient avec beaucoup de projets où le projet tombe à l'eau parce que l'administration ne joue pas le jeu, parce que parfois il n'y a pas un peu le bon mot pour eux dans ce projet. Ils torpillent parce que politiquement ils n'ont pas un bénéfice. Bon, moi je veux bien partager l'engouement et le côté positif de toute l'affaire. Mais moi j'aimerais savoir comment on peut apporter un projet de 500 millions, de 100 millions, je ne sais pas quoi, et que ça se passe très exactement, sans embûche. Et je dis encore, je ne l'ai pas mis dans les journaux, je dis par expérience personnelle, avec des projets qui à la fin n'ont pas eu lieu, parce que politiquement ça ne tenait pas, parce que c'était pas très intéressant financièrement. Donc moi je trouve que ayant fait ça pendant plus de 25 ans, il y a des sommes énormes venant d'Europe. Par exemple, dans l'adduction d'eau, par exemple, construire des puits, les addictions d'eau dans les villages, et ainsi de suite. Échec, et échec, et échec. On ne vous donne pas des accréditations, des certificats, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous n'avez pas mouillé la part? Je m'arrête là, merci. Moi, je ne poserai pas une question. Je vais aller un peu dans son sens, mais pour essayer de donner un élément essentiel à ce que disait le présentateur tout à l'heure. Il est une chose de concevoir un projet, de l'amener en maturation et de le suivre. 80% du Camerounais qui travaillent avec maturent le projet, ont le financement et l'abandonnent. C'est pour ça que je voulais démontrer tout à l'heure. Ici, vous avez le premier cabinet qui va vous aider à maturer. Vous aurez le financement. Les exécutions sont aussi difficiles que ça. La plupart des membres de la diaspora qui échouent leur projet, c'est parce qu'ils veulent l'être de l'économie. Les projets qui soient communautaires, vous devez faire des partenariats avec des gens sur place pour vous accompagner à l'exécution après maturation. Le deuxième élément que je voulais apporter sur la corruption et sur les pots de vin, je peux vous dire l'assurance, ils existent, mais ils sont totalement contrôlables. Pour être passé les 5 dernières années au Cameroun, il y a toujours une solution qui permet que vous ne soyez ni dans la corruption, ni bribé, c'est-à-dire qu'elle existe pour vous de la diaspora. Il y a des méthodes que vous pouvez utiliser pour ne pas être victime. Regardez ceux qui ont réussi à passer dans le projet. Donc c'est faisable. Je souhaite plus qu'on pense à essayer des projets, être plus concret que de voir des problèmes comme vous faites. La question de la motivation, je n'en ai pas. Merci. Moi, c'est moi, oui, alors ma question, l'un des exemples que le docteur a donné, dans la séparation des fonds liés à un projet, dans la séparation des fonds liés à un projet, monsieur a un exemple en parlant de 50 millions, un financement de 50 millions avec 10 millions qui sont des fonds propres à nous, de 30 millions venant de quantité selon un domaine dans lequel nous avons réalisé le projet et le reste de l'argent venant de l'État. Alors ma question était pour un étudiant fraîchement sorti de l'école qui souhaiterait monter par exemple son propre business, serait-il possible
nostalgique. Quand j'arrive à Loum, c'était la période des usines. C'était la période des usines à café. D'ailleurs, je me souviens, c'est encore écrit chez nous où est Nobody. Alors, est-ce qu'on peut porter un projet de réhabilitation des usines à café? Moi, par exemple, pour le cas de mon papa. Docteur, et là, vous avez également parlé du coût écologique. J'aimerais savoir à quoi ça renvoie le coût écologique dans un pays qui est le Cameroun, dont les questions environnementales n'intéressent personne. On veut juste se faire de l'argent. Autre chose aussi, docteur, et là, vous vous adressez ici à la diaspora. Moi, personnellement, je vous ai dit, je suis chinoise. Je ne suis pas loumois, je ne suis pas camerounaise, là. Vous me demandez de porter un projet, je le porte en tant que chinoise ou en tant que camerounaise. Il me semble quand même qu'il y a le problème de la double nationalité qui se pose au Cameroun. C'est pas parce que nous sommes là aujourd'hui en train de vous écouter, mais c'est un frein. Ça ne nous encourage pas à porter des projets. J'en ai tellement, mais je ne sais pas comment contourner la question de la double citoyenneté. Est-ce que vous pourriez nous aider dans ce sens-là, docteur Ila? Vous voulez également que nous portons des projets, je suppose, entre guillemets, que nous venons au cabinet. J'aimerais juste vous poser une question. Quels sont les mécanismes mis sur pied par le gouvernement camerounais? Madame Aurore est là, elle est diplomate, peut-être elle pourrait répondre à la question. Quels sont les mécanismes mis sur pied par le gouvernement camerounais pour aider nous autres qui sommes déjà suffisamment avancés, ou alors nos jeunes qui également voudraient être porteurs de projets? Quels sont les mécanismes mis sur pied par le gouvernement pour les accompagner? Autre chose, docteur, est là. Existe-t-il des mécanismes de contestation? Parce que je vis dans un pays où nous avons la possibilité de contester dans des cas où des projets ne sont pas validés. Je ne vous demande pas de répondre à toutes les questions. Choisissez celles qui vous conviennent. Merci, docteur, est là. Oui. Merci beaucoup. La dernière série de questions rencontre le thème de l'exposé. Alors, mon jeune frère a demandé, a proposé que comme je suis un enfant de Loum et je suis aussi de la CFA parce que mon père était directeur à l'école standard pendant 20 ans. J'ai fréquenté quand il n'y avait qu'un seul lycée, le lycée de Konsamba. Voilà pourquoi je n'étais pas en Konsamba. Nous n'étions pas nombreux. On partait ailleurs pour venir en Konsamba. Donc il y avait 120 places pour entrer en 6e. C'est à ce temps-là que nous avons fréquenté le lycée et mes frères ont fréquenté à Loum. Donc je suis très attaché et la nature a voulu que je sois délégué d'arrondissement de Loum. Pendant que j'étais délégué, elle répond à cette question. Je ne peux pas vous dire le nombre de plantations que j'ai créées sur la base de l'expertise et de ce que j'ai trouvé. Je peux même vous dire. Alors, je suis délégué d'arrondissement de Loum. Je suis Mbo. Vous convenez avec moi que 80% d'opérateurs économiques sont originaires, ne sont pas Mbo. J'ai dit qu'ils ne sont pas beaux. Je suis délégué d'arrondissement chargé de distribuer. Non, c'est le piège vers lequel on m'attendait. Je suis allé dans mon bureau, j'ai fait une règle, la proportionnelle. J'ai identifié les 20% d'opérateurs économiques ordinaires, les autres, enfin ceux qui sont à Loum, Autochtone, à Oussa, et les 80% originaires de l'ouest et du nord-ouest. J'avais ça dans mon fichier. Ça veut dire que quand on me donnait 10 brouettes, je prends 2 brouettes, je mets ça à gauche. Je prends 8 brouettes, je mets dans le magasin de droite. Et je répartis les 8 brouettes aux 80% originaires et les 2 brouettes. Ce qui était, c'est que parfois il y avait 3 agriculteurs originaires du littoral et ils prenaient les 2 brouettes. De l'autre côté, j'avais 100 producteurs qui devaient se partager les 8 brouettes. Est-ce que vous comprenez? C'était comme ça même sur l'argent. Dès qu'on donne les ressources,
Je dis j'ai 20%. Ils ont 20% de ressources. Je voulais dire ceci. Donc j'ai eu cette expérience-là et je n'avais aucun problème. Et M. Kempe, et M. Missomba, ils ont créé des palmerins. J'ai créé tous leurs palmerins. Et M. Gamo, toutes ces personnalités-là. J'ai créé les palmerins et ils étaient les meilleurs. Maintenant, quand j'étais délégué, j'ai exercé, j'ai apporté des facilités à beaucoup d'enfants de nous. Ils les ont investis dans les projets. Plein. Il y avait les gars qui faisaient le palmier, le poivre, le papayer. Tous ont eu des ressources. Et c'est des tâches, c'est des graines de sable dans... Ils ne vont jamais vous dire. Vous comprenez? Mais ils ont eu l'argent de l'État à la dimension de ce qui existe. Maintenant où je suis retraité, où je suis expert, je n'ai pas envie de signer un contrat avec Selfra, mais j'apporte mes services à Selfra à la dimension de ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que Selfra mature un projet. Je l'ai dit, il y a 11 points, je vérifie si les 11 points sont dans le document. Et je lui dis là où il va aller chercher chaque point, c'est que je peux lui donner en expertise, je donne. Vous comprenez? La maturation d'un projet coûte maximum 3% du coût du projet. Si tu as un projet de 100 millions, en réalité, de 100 000, avec 3 000 francs, tu peux maturer le projet. Je dis bien 3 à 4. Bon, quand c'est 100 millions, ainsi de suite. Donc il n'y a pas... Il faut seulement mettre cet argent de côté. Bien. Non, il m'a posé quelques questions. Les projets ne sont pas exécutés tout simplement parce qu'ils ne sont pas matures. Ça a fait l'objet d'une thèse. J'ai identifié les causes. Je vous ai dit, vous avez l'argent que Baldon vous donne, comme Canadienne. Mais vous n'avez pas de titre foncier alors que vous donne l'argent pour une école. Vous ne pouvez pas construire l'école. Donc n'accusez pas. Vous comprenez? Je vous ai donné les éléments. Si vous les avez par type de projet, c'est difficile de ne pas avoir les financements. Donc, il a demandé que certains projets ne soient pas petits. C'est comme pour avoir les établissements, les instituts supérieurs. Il faut, le manager doit être au moins docteur. Il doit avoir un doctorat. Mais en réalité, vous allez voir chacun sortir du village, il crée l'école, crée l'université. En réalité, ce sont les éléments factuels qui déterminent l'incapacité d'être financé. Et il a demandé la pertinence, tous les projets sont pertinents. J'ai défini le projet en disant, le projet est là pour résoudre un problème. J'ai cité les projets qui peuvent être financés à nous, les logements sociaux, les écoles, les hôpitaux, ils sont pertinents. Vous avez votre idée de projet, vous le portez à maturité et vous cherchez le financement. Maintenant, il y a la question du docteur. Le docteur, là, c'était un très bon constat. Il a fait un bon constat et j'épouse bien son constat, c'est-à-dire les projets. Et je vous ai dit, l'État nous piège. Il sait que personne ne va apporter son projet à maturité complète. Quand il met 200 milliards, je vous assure qu'à Douala, je recevais chaque année 500 projets sélectionnés, presque 1000 projets sélectionnés, déposés et 500 qu'on retient. Dans les 500, tu as maximum 400 qui sont à maturité à 80%. Voilà. Donc, il faudrait que les projets soient matures. Maintenant, la question de Marc. Le petit Marc est le jeune qui a posé la question sur l'entrepreneuriat. Parce que c'était le thème. La maturation des projets entrepreneuriaux et le financement. Bien, moi, vous n'êtes pas au Cameroun. Si vous étiez au Cameroun, parce que pour qu'on parle, tu ne peux pas partir d'ici et venir demander des financements. Il faut sortir d'une école au Cameroun et tu as une idée de projet. Je vous assure qu'il y a les projets au ministère de la Jeunesse.
On les donne, ça passe par le Minepac. 20 millions, 10 millions, on donne. Dans le cadre de ces travaux, je peux lister les enfants qui ont eu des projets de financement. Je vais terminer. C'était bon. Non, docteur, elle a posé une question de professeur. Alors, la maturation écologique. Je ne me suis pas appesanti sur l'écologie comme l'écologie verte. Je me suis appesanti sur les conditions environnementales en matière de zones sacrées, cimetières. Donc en réalité, si vous rasez par exemple toute une forêt pour construire l'école, il faut envisager de replanter les arbres. C'est dans ce sens. Mais l'économie verte, c'est un autre niveau. Par contre, quand c'est un projet structurant, c'est-à-dire une route, on est obligé d'évaluer la maturation écologique. Donc, tu as posé la question sur les mécanismes mis sur pied par le gouvernement pour aider la diaspora. Il y en a plein. Plein. Non, la diaspora, les Camerounais de l'étranger, c'est comme ça qu'on vous appelle. Les Camerounais qui se réclament être étrangers quand ils ont un problème avec le Cameroun. Et qui, donc ça, quand il y a un Camerounais, comme la CELFRA en 2000, il y a 5 ans, a demandé l'exonération de tout le matériel pour l'hôpital. Le ministre des Finances, on lui a transmis le dossier, c'était plus de 4 millions. Il a mis l'exonération à 0%, c'était un accompagnement. Et même maintenant, tu as terminé par, et je voulais te dire ceci, je finis, en cas de contestation, très bonne question, il existe des comités de suivi au niveau communal, départemental, les niveaux de chefs de village. Donc ce sont des comités qui participent au contrôle. Je voudrais vous remercier pour toutes les questions posées et vous dire que je reste disponible à travers le président de la CELFRA pour apporter. On a eu un contre-temps. Normalement, on remet la salle à 21h. Il est 20h. On va sonner le tard. Et je ne sais pas, je suis un peu embêté parce que nous avons une conférence, nous avons une dédicace, également une messe. Et pour vous dire sincèrement, le monsieur a loué la salle à partir de 22h à d'autres personnes pour veiller. Donc il faudrait qu'on soit bref. Je vais demander à Binto d'introduire le frère Yomi pour qu'il présente en 10-15 minutes son CELFRA. Aïe oh. Bien, vous êtes bien éveillés. Merci. Merci à tous. Merci au docteur Ella. Merci à toute la famille Ella. Bertolo qui est là ce soir. Toute la grande famille est là. Toute la communauté de Loum qui est là ce soir. Nous avons assisté à un brillant exposé du docteur Ella. Comme on dit chez nous en Amérique du Nord, the money is out there. Just go and get it. L'argent est là dehors. Allez chercher cet argent-là. Just follow the 11 points. Suivez les 11 points du docteur Ella and you will get that money. And you will invest in your community. You will invest in Loum. Merci. Bien, le prochain point, c'est la dédicace du livre de notre frère Jinke Yomi, de la grande famille Yomi de Loum, que vous connaissez tous. L'une des familles les plus pesantes de la famille de Loum, de la ville de Loum. Je vais donc inviter ici mon parent à moi, celui-là même qui m'a accueilli en Italie il y a 2 décennies déjà, Monsieur Jinke Yomi, pour présenter son livre sur l'immigration. Thank you. Mr. Janassé. Allô? Allô, bonsoir à tous. J'en profite déjà aussi pour saluer ma soeur Aurore, la diplomate qui est là. Bienvenue parmi nous. Je me présente, je suis Yomi de la famille Yomi de Loum. J'ai été invité pour la dédicace de mon livre. Ça fait plus de 30 ans que je suis dehors, je suis en Italie.
Et mon livre a été fait exactement sur l'immigration, la vie des immigrés en Europe. C'est un livre qui a été conventionné par le gouvernement italien et par l'Union européenne. Ça a été approuvé par l'Union européenne. Donc j'en suis fier, c'est une fierté personnelle. Vraiment. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de l'Oum, j'ai voulu partager cela avec un enfant de l'Oum qui a pu faire quelque chose de merveilleux, qui a été conventionné par le gouvernement italien, qui a été conventionné par l'Union européenne. J'ai voulu la partager avec vous. Alors, ce qui fait que la dédicace, elle est là, puisque beaucoup de gens de l'Oum ne savaient pas, peut-être que j'étais écrivain aussi. Et ce livre, ça coûte, la dédicace coûte 15 € pour mes frères de l'Oum. Vraiment, j'ai demandé cela parce que c'est vous qui me soutenez. C'est vous, je suis de l'Oum, donc je suis fier que mon livre passe d'abord par les enfants de l'Oum. C'est un livre qui parle de l'arrivée des immigrés de l'île de Lampedusa en Italie, où presque tous les immigrés entrent. Les beaux-ailleurs, comme on les appelle couramment, jusqu'à l'obtention des documents et l'insertion dans le tissu social. J'ai dû travailler cela avec un comité où il y a un ami italien qui m'a donné un coup de main pour la version en italienne, un ami anglais qui m'a donné aussi un coup de main pour la conversion de la partie anglaise. Le livre est fait en 3 versions. La version française, je me suis occupé de moi-même, la version italienne et la version anglaise. Alors, ce qui fait que quand le livre parle de l'entrée de l'immigré à l'île de Lampedusa jusqu'à l'obtention des documents, à l'insertion dans le tissu social, j'ai dû créer une plateforme, une coopérative qui s'occupe vraiment de ces gens-là. C'est la raison pour laquelle ce projet a été conventionné par le gouvernement italien et par l'Union européenne très récemment, vraiment, parce que j'ai mis sur pied cette coopérative-là qui touche du doigt la vie des immigrés. Quand ils entrent, moi je m'occupe d'eux, à louer les appartements pour les accueillir, les suivre jusqu'à l'obtention des documents, jusqu'à l'insertion du tissu social, qu'ils aient des documents, qu'ils commencent à travailler et qu'ils comprennent la vie de l'Europe, la vie sociale de toute l'Europe, parce que la vie est exactement la même chose presque partout. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu partager avec vous, mes frères de l'Oum. Je ne voulais pas être aussi égoïste. J'ai dit, bon, au moins mes frères de l'Oum peuvent comprendre que bon, le livre est là, et comme je vous l'ai dit, la dédicace, je le fais, ça coûte 15 €. C'est juste une manière de m'aider. Et je serais fier que vous m'aidez vraiment. Parce que je suis fier que mes frères de l'Oum sachent que je suis là. J'en ai discuté aussi avec Dieu la conscience qui m'a donné beaucoup d'idées aussi. Et je le remercie particulièrement. Et c'est un peu ça. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Moi, j'aurais fini parce que c'est juste une dédicace. Moi, je ne suis pas là pour faire des longs discours. Et maman Emilienne m'a donné un coup de main, même à 50 € le livre, maman Emilienne m'a 100 €. C'est pas bien. Donc, c'est un peu ça. Occupe la chance dans la réussite de tes jeunes frères que tu vois aujourd'hui dans la salle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que la réussite, l'échec de nos projets, en réalité, pour moi, ne dépendent pas de nous. Est-ce que ceux qui ont réussi à traverser, par exemple, la Méditerranée, n'ont pas eu cette chance-là, contrairement à ceux qui ont échoué, par exemple, dans... Alors, c'est une très très bonne question. Effectivement, dans mon livre, j'en parle de ça. Parce que les beaux-ailleurs, comme on a l'habitude de les appeler, alors, quand ils viennent, ils ont d'autres idées dans la tête. Dans mon livre, je les explique qu'ils peuvent avoir les mêmes chances de réussite comme tous les autres. Comme nous autres qui sommes venus comme étudiants. Ils ont les mêmes chances. Mais sauf qu'ils doivent suivre un processus. Et le processus, je l'explique vraiment dans mon livre. Comme je l'ai dit, l'arrivée à Lampedusa, nous les prenons. Nous louons les appartements, nous les mettons, nous les apprenons la convivialité, comment vivre dans la société européenne, comment faire
pour avoir des documents, passer par le service social. Tout ce processus-là, moi je l'explique dans mon livre, jusqu'à l'obtention des documents ou le refus. Et en cas de refus, il y a la possibilité aussi de passer par des avocats qui collaborent avec nous. Donc, et ces avocats-là les donnent aussi la chance de pouvoir faire un recours et avoir les documents comme tout citoyen qui est venu normalement. Et ces documents-là les donnent la chance d'accéder au travail, de gagner leur vie normalement comme nous autres qui sommes venus comme étudiants. Donc ça veut dire que l'opposant ne doit pas se sentir lésé. Il a des possibilités d'avoir les chances d'intégrer la société civile et être normal comme toutes les autres personnes. Je vous en prie. Et maintenant, je vais passer la parole à notre sœur Gongé Aurore, qui est notre petite sœur. Non. Qui est notre petite sœur de Loum et qui est première secrétaire. Alain, s'il vous plaît, à l'ambassade du Cameroun en Belgique, qui s'est déplacé pour venir nous expliquer le rôle d'une mission diplomatique au sein de la diaspora. Soyons très attentifs. Il n'y aura pas une phase de questions-réponses, peut-être quelques questions, parce que je suis pris aussi par le respect du temps qui nous a été donné. Donc je passe rapidement la parole à Aurore. Je vous demande d'être attentif, je vous en prie. Je suis très émue d'être parmi les miens ce soir parce que je suis une fille de Loum. Il me semble que c'est la communauté de Loum, les enfants de Loum qui se retrouvent réunis ici ce soir. Alors j'en fais partie. Pour le petit historique, je suis la fille de M. Ekwe Maubert Frédéric, qui était le greffier de tribunal de Loum. Je pense que parmi vous, il y en a qui portent encore dans leurs actes de naissance la mention de mon père. Donc, je suis l'une des filles de M. Ekwe Maubert et je suis la sœur de Coco Ewandje. C'était la plus connue d'entre nous parce que moi, j'étais un peu à l'ombre, j'étais timide, c'est ce qu'on a dit. C'est pas ça. Il paraît que j'étais timide, mais attention, j'ai changé parce qu'aujourd'hui, je dois représenter l'État, je dois prendre des actes qui engagent tout l'État camerounais. Ça veut dire que je suis devenue... suspendu. Non, pas suspendue. Voilà, je me présente, je suis... beaucoup ne me connaissent pas mon petit nom de Adjougou. C'est ça, mon frère. Je suis à l'ambassade de Belgique depuis 8 ans aujourd'hui. Je suis le premier conseiller, je corrige Patrick, qui me connaît comme premier secrétaire. Non. J'ai gravi déjà tous les échelons. Je suis ministre plénipotentiaire de classe exceptionnelle. Et tout l'honneur revient à Loum, parce que j'ai fait toutes mes classes à Loum. J'ai eu mon BPC à Loum, j'ai eu mon probatoire à Loum, j'ai eu mon bac à Loum. Voilà, et je reconnais beaucoup de visages dans la salle. D'où l'émotion qui me tient de vous revoir. Alors, Patrick m'a donné un thème. Patrick, le thème, le rôle des missions diplomatiques au sein de la diaspora. Voilà. J'ai une petite information académique, mais je sais qu'on est tenu par le temps. Je serai circonscrit mon propos, qu'on ne puisse pas déborder. Mais on retient deux mots principaux, deux expressions. Il y a mission diplomatique d'une part et la diaspora d'une autre part. Donc il s'agira de faire le lien entre les deux. C'est bien ça. Bon,
Bon, mission diplomatique, c'est assez vaste. Mission diplomatique. Dans les missions diplomatiques, il y a des ambassades, il y a des hauts commissariats. Les ambassades et hauts commissariats, c'est la même chose. On a les ambassades dans les pays francophones et on a des hauts commissariats dans les pays anglophones. Comme en Angleterre, par exemple, c'est pour votre gouvernement. Vous comprenez? On a des missions permanentes, comme à New York. On a des délégations permanentes, comme à Genève. Donc, c'est toute une typologie de missions diplomatiques. On vient de parler de la diaspora. Il est question de parler de consulat. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle ambassade et consulat. Bon, je ne vais pas rentrer dans mes textes. Diaspora fait appel au consulat. C'est-à-dire, quand vous allez, vous dites que je vais à l'ambassade pour une prestation, il s'agit d'aller vers le consulat. Et l'ambassade et le consulat font l'objet de deux conventions distinctes. Il y a la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, ça c'est les ambassades. Et la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, ça c'est le consulat. Et le consulat a été créé pour encadrer la communauté camerounaise à l'étranger. C'est ça qu'on appelle le consulat. Ça va? Là, je dis comment on dit en Belgique, ça va? Voilà, donc il s'agira de parler du consulat. Qu'est-ce qu'un consulat peut faire pour la diaspora camerounaise? Donc je vais prendre aussi le deuxième volet. La diaspora. C'est quoi la diaspora? Je ne vais pas rentrer dans les définitions académiques. Tout simplement, la diaspora, je l'ai classifiée en 3 types. Il y a les Camerounais de nationalité. Dans la diaspora, il y a ce qu'on appelle les Camerounais de nationalité. Il y a ce qu'on appelle les Camerounais de passage. Je prendrai l'exemple de M. Ella, le docteur Ella qui était là. Il vit au Cameroun. Il est de passage en France, il est de passage en Belgique. Donc c'est un Cameroun, c'est une diaspora de passage. Il a aussi besoin, ça peut arriver, qu'il ait besoin des services consulaires d'une ambassade. Vous comprenez? En fait, d'un service, d'un consulat. Il peut se rendre au consulat pour, peut-être, il peut perdre son passeport. Il a besoin d'un laissez-passer, il passe au consulat, on lui établit un laissez-passer. Il y a maintenant, et ce qui concerne la majorité d'entre vous, la diaspora d'origine, mais qui a acquis une nouvelle nationalité. Donc, il y a ces 3 types de diaspora. La diaspora, je me résume, la diaspora de nationalité, c'est-à-dire moi, je suis restée camerounaise d'origine et de nationalité. Et la diaspora d'origine, camerounais d'origine, mais qui sont devenus français, belges, espagnols, quoi. Donc il y a ces 3 types de diaspora que nous distinguons. Alors, Patrick veut savoir qu'est-ce qu'un consulat peut faire pour les Camerounais de nationalité, de passage, et les Camerounais d'origine ayant acquis une nouvelle nationalité. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Quelles sont les relations entre le consulat et les Camerounais? C'est-à-dire les Camerounais tout court. On se comprend bien. Mais j'ai envie de vous dire que l'ambassade, elle s'occupe du volet de coopération. L'ambassade s'occupe du volet coopération. En coopération, quand il s'agit peut-être de signer des accords avec un pays étranger, peut-être pour un projet comme le docteur Ella a expliqué, on passe par l'ambassade, on passe par les missions diplomatiques pour faciliter l'accès des entrepreneurs, par exemple au Cameroun. Ça, c'est le rôle de l'ambassade. Vous comprenez? Comme je disais, il y a une distinction entre l'ambassade et le consulat. L'ambassade, c'est le volet, c'est beaucoup plus prestigieux qu'un consulat. Mais il y a une particularité, un consulat peut être logé dans les locaux d'une ambassade. C'est aussi prévu par la Convention. Il y a l'article, je crois, l'article 7 de la Convention de Vienne de 1961 qui prévoit qu'on peut loger les services d'un consulat
pour encadrer la diaspora. Parce que le consulat existe pour encadrer la diaspora. On peut loger un consulat, il y a une section consulaire dans l'ambassade, comme c'est le cas de la Belgique. On n'a pas de consulat en Belgique, on a ce qu'on appelle une section consulaire. Ce qui est différent de Paris ou de la France, je veux dire, où on a un consulat général. Parce que quand vous allez à l'ambassade, pour être plus précis, vous n'allez pas à l'ambassade, vous allez au consulat général de Paris pour des prestations consulaires. On a encore ce qu'on appelle un consulat à Marseille. Parce que là, c'est pour encadrer la diaspora, comme je le dis, pour protéger les Camerounais. Vous voyez un peu la distinction qu'il y a entre le consulat. C'est pour ça que vous avez un consulat général. Il y a aussi le consul. Il y a aussi ce qu'on appelle le consulat honoraire. C'est quoi le consulat honoraire? Le consulat honoraire, c'est peut-être un Égyptien ou un Libanais, comme on a des commerçants libanais qui ont mis du temps au Cameroun, vous comprenez, qui peut décider de faciliter les relations commerciales et protocolaires, pas protocolaires surtout, mais des relations consulaires entre le Cameroun et le Liban. Alors, l'État camerounais lui permet de créer, d'établir un consulat honoraire. Mais il n'est pas un consulat, ce n'est pas un consulat classique et typique, parce que ce n'est pas tenu par un diplomate de carrière. Vous comprenez? Mais on a ce qu'on appelle consulat honoraire pour faciliter les flux de marchandises, les flux de transport des biens et services. Alors, je vais revenir à mes papiers parce que l'homme n'est rien sans son bord pour vous dire exactement ce qu'on peut attendre d'un consulat, ce que la diaspora camerounaise peut attendre d'un consulat. Consulaire logé au sein de l'ambassade, ou que ce soit à Paris, où nous établissons et nous renouvelons les passeports et d'autres documents officiels. Vous le savez déjà, j'en profite pour ce que nous faisons au quotidien dans nos services consulaires. La procédure d'établissement des passeports se déroule maintenant en 2 phases, vous le savez. Vous le savez, en 2 phases. L'enrôlement qui se fait en ligne et puis l'enrôlement dans les locaux du consulat. Donc, vous commencez par postuler en ligne et vous allez terminer l'opération dans nos centres, que ce soit à Paris, que ce soit en Belgique. Bon, je prêche pour ma chapelle, vous comprenez. Vous pouvez être à Paris et décider de postuler pour la Belgique parce que le travail se fait de façon accélérée en Belgique. Quand vous postulez pour la Belgique, ou bien par la Belgique pour obtenir un passeport, en 2 semaines, nous vous délivrons votre passeport. En 2 semaines en Belgique, nous vous délivrons votre passeport. Bon, une autre tâche du consulat, c'est d'examiner, bien entendu, en rapport avec notre code civil et nos textes de loi, toutes les questions relatives à l'état civil de la diaspora qui réside soit en France, soit en Italie. Donc, et cette tâche me revient principalement parce que je suis le responsable de l'état civil en Belgique. Je suis ce qu'on appelle le jurisconsulte. Je travaille avec les avocats camerounais, je travaille avec les avocats belges et parfois même au-delà de la Belgique, nos services sont sollicités parce qu'ils aimeraient comprendre la loi camerounaise. Comprendre la loi camerounaise. La majorité d'entre vous, vous les saisissez pour des problèmes de nationalité, pour les problèmes, beaucoup d'autres problèmes, même pour des problèmes de justice. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils passent automatiquement par les services consulaires de votre représentation de la juridiction pour mieux comprendre la loi camerounaise et peut-être pour avoir des renseignements sur vous. Vous ne le savez pas et c'est ce que moi je fais au quotidien. Je vais prendre des exemples. En Belgique, on a plusieurs cas. On a par exemple, j'ai reçu un dossier, un Camerounais qui est décédé il y a 5-10 ans, mais il a construit des hôtels en Belgique. Et il est décédé, il est rentré au Cameroun un jour, c'est un musulman, un monsieur, un nordiste. Il est allé en vacances au Cameroun et il est décédé. Et 10 ans après, l'État belge le
pas pourquoi personne ne vient se présenter pour réclamer ses biens. Alors ils nous ont saisis pour savoir, pour essayer de retrouver les traces d'un membre de sa famille. Il avait peut-être 3 hôtels, il était vraiment riche. Et on s'est mobilisé pour que ça ne se perde pas. J'ai procédé par le porte-à-porte. Et finalement, on a retrouvé ces enfants qui étaient à Garoua. Et on a facilité l'obtention de visa d'un de ces enfants pour qu'ils viennent s'occuper de... Donc voilà un peu le travail consulaire. Le consulat, c'est l'administration camerounaise en miniature. Nous faisons en même temps les services de la mairie parce que nous marions les Camerounais de nationalité. Nous célébrons les mariages. Si 2 jeunes Camerounais se présentent de nationalité, nous pouvons les marier. Nous faisons beaucoup d'autres choses. Les actes d'état civil, comme je le disais. Nous transcrivons les actes de naissance des Camerounais de nationalité dans nos registres. Et j'en profite aussi pour vous expliquer que si parmi vous, il y en a qui ont des enfants dont la nationalité n'a pas encore été établie, si parmi vous, il y a des nationalités, il y a des Camerounais de nationalité et qui ont des enfants, même si l'enfant a 15 ans, 20 ans, pour passer au service consulaire, vous dites que mon enfant n'a pas d'acte de naissance, pourtant je suis Camerounais d'origine et de nationalité, je voudrais que mon enfant obtienne la nationalité camerounaise, eh bien on va examiner votre situation avec les papiers que vous allez présenter et immédiatement nous allons procéder à la transcription de l'acte de l'enfant dans nos registres et immédiatement l'enfant devient Camerounais et immédiatement vous pouvez lui établir un passeport. Ça va? Donc il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai de transcription, c'est ce que le législateur camerounais a dit. Il n'y a pas de délai de transcription des actes de naissance de nos enfants dans nos registres. Sauf que vous qui êtes ici en France, vous ne pouvez pas venir en Belgique transcrire les actes de vos enfants parce qu'il faut respecter les compétences de chaque juridiction. Mais une fois que l'acte de naissance a été établi et que la nationalité camerounaise a été attribuée à l'enfant, vous pouvez venir en Belgique établir le passeport de l'enfant parce qu'on peut le faire partout. Donc ce que nous faisons d'autres, les attestations de nationalité, les attestations de présence, les attestations de concordance de nom, des certificats de coutume, des certificats de célibat, de naissance, d'individualité. Nous signons également des procurations. Et nous nous occupons aussi des étudiants. Nous certifions leur diplôme une fois qu'ils sont jugés conformes par le service culturel. Nous délivrons des laissez-passer. Le laissez-passer peut se délivrer partout. Ça signifie quoi? Vous êtes en France, mais vous sollicitez un laissez-passer. On peut le délivrer aux États-Unis, on peut le délivrer en Belgique, on peut le délivrer partout dans un consulat camerounais. Nous établissons aussi des laissez-passer mortuaires pour ceux de nos compatriotes qui sont décédés, même pour les Camerounais d'origine qui ont acquis une nouvelle nationalité. Nous facilitons le retour au Cameroun. Et nous délivrons également des passeports, des laissez-passer aux immigrants camerounais. Il faudrait que vous le sachiez parce que mon frère Yomi a présenté son livre et il a parlé des immigrants. Alors, quand nous savons identifier la nationalité d'un Camerounais, parce que la majorité d'entre eux perdent tous leurs papiers dans la mer. Alors, il arrive, il se présente à l'ambassade, il est au dépourvu, il dit « je suis Camerounais ». On se retrouve, on dit « bon, tu connais combien de villes camerounaises ?» Il y a des Tchadiens, il y a des Centrafricains qui veulent nous rouler, ils viennent dire « je suis Camerounais ». On lui dit « bon, tu connais combien de villes camerounaises? Tu parles quelle langue ?» Et c'est comme ça qu'on procède par des tests pour jauger s'il est Camerounais ou pas. Et nous lui facilitons l'obtention du passeport parce qu'il a déjà souffert en mer et on ne peut pas le jeter en pâture en Europe. Donc c'est ça le rôle du Camerounais, du consulat, autant pour moi, protéger les Camerounais qui sont à l'étranger. Donc, grosso
grosso modo, c'est ce que nous faisons. Nous apportons aussi une assistance juridique. Ça peut être par téléphone ou par des rencontres, comme je l'ai dit, avec des avocats étrangers et même camerounais. Et comme j'ai dit, nous éclairons ces derniers sur notre législation. Je vais également vous raconter une anecdote. Il y a 7 ans, quand je venais pratiquement de prendre fonction ici en Belgique, les Camerounais ont beaucoup de situations. Il y a un monsieur qui est arrivé, parce que je suis le jurisconsulte de l'ambassade en charge de l'état civil. Il s'est enroulé dans mon bureau. Il me dit, madame, je vous donne tout ce que vous voulez. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, son fils doit passer le concours de médecine, mais la commune s'est rendue compte que son acte de naissance n'est pas conforme. Madame, je vais vous dire la vérité, j'ai fait le faux. Je dis, vous avez fait le faux? Il dit, oui, madame, j'ai fait le faux, mais aidez-moi, il faut que mon enfant rentre dans... Alors, je ne savais pas quoi faire. J'ai vu mon patron qui est l'ambassadeur. Je lui ai expliqué. Il me dit, madame Gonguet, vous êtes aussi responsable que moi. Vous êtes ministre plénipotentiaire. Vous êtes nommé par le chef de l'État directement. Prenez vos responsabilités. Mais sachez que il y a les textes de loi, puisque moi je suis assez carré sur les textes. Il me dit, madame, sachez qu'il y a les textes de loi qui sont froids, mais il y a la personne, l'être humain qui est devant vous et qui a une âme. Donc, à vous de juger, je ne vous dis rien. Je dis, excellent, ce cas est compliqué. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, madame Gonguet, jugez en votre âme et conscience. Le monsieur me dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu des enfants au Cameroun, 2 enfants. Il est arrivé à Belgique. Il a bosaillé, comme vous dites. Il s'est battu 10 ans après, il a eu une situation et il avait laissé son épouse, en fait sa copine, chez ses parents. Et après 10-15 ans, la femme, c'était une jeune fille, elle s'est remariée, elle a laissé les enfants chez les beaux-parents. Et le monsieur, quand il a eu une situation, il est allé chercher ses enfants, il a fait un acte de naissance, un acte de mariage, comme s'il avait épousé la maman. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc nous faisons face au consulat à plusieurs situations très très compliquées et il faut beaucoup de tact, beaucoup de maturité pour pouvoir démêler les chevaux et aider les Camerounais. Donc peut-être beaucoup ne le savent pas, nous travaillons beaucoup pour les Camerounais. L'État camerounais travaille beaucoup pour aider la diaspora. Alors il y avait donc un problème d'antériorité. Il y avait l'acte de mariage qui a été établi bien après la naissance de l'enfant. Je ne sais pas si vous comprenez, l'enfant est né, disons, en 80. Et le monsieur, il est allé faire l'acte de mariage en 85. Or, quand l'enfant est né, il est un enfant reconnu par son père. Il n'est pas un enfant légitime. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, on nous envoie la correspondance, on dit, dites-nous, que prévoit la législation camerounaise? Parce que les Blancs, vous savez, ils sont très très vicieux. Que prévoit la législation camerounaise? Est-ce qu'un enfant peut être né dans le mariage? Donc, c'est-à-dire, il a fait l'acte de mariage avant. Je ne sais pas si vous comprenez. L'acte de mariage a été fait peut-être en 72 et l'enfant est né en 80. On dit, mais dites-nous, lisez, interprétez votre propre texte de loi. Qu'est-ce que ça dit? Pourtant, ils ont tous nos textes, hein, mais ils renvoient toujours pour que nous portions le chapeau. Alors, j'ai dit au monsieur, donnez-moi 2 jours, je vais méditer, parce que mon patron, il m'a lâché. J'ai dit, bon, je vais méditer, parce qu'il faut le sortir de là. Le monsieur était en larmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réfléchi, j'ai dit au plan, à la commune, que certainement, c'est l'officier d'état civil qui s'est trompé. Vous comprenez? Je n'ai pas accusé la législation, nos textes de loi. Je n'ai pas accusé qui que ce soit. Je dis certainement l'officier d'état civil qui a procédé à la transcription de l'acte parce que souvent ils ne sont pas suffisamment outillés. Ils ne sont pas certainement outillés pour lire la loi et l'écrire comme, la consigner comme il le faut. Donc nous usons souvent de subterfuges pour aider les Camerounais, mais vous, très souvent, vous ne le savez pas. Alors, voilà un peu ce que nous faisons pour l'ambassade, pour les compatriotes. Mais qu'est-ce que l'ambassade et qu'est-ce que le consulat ne peut pas faire pour la diaspora? Nous ne pouvons pas rapatrier aux frais de l'État. Nous ne pouvons pas rapatrier un Camerounais aux frais de l'État. Sauf dans le
d'exceptionnelle gravité et sous réserve d'un remboursement ultérieur. Nous ne réglons pas les amendes des Camerounais, ni les notes d'hôtel, ni d'hôpital ou d'autres dépenses engagées par les Camerounais à l'étranger. Nous ne pouvons pas vous délivrer un passeport dans la minute. Nous ne pouvons pas intervenir dans le cours de la justice pour obtenir votre libération si vous êtes impliqué dans une affaire judiciaire ou accusé d'un délit commis sur le territoire européen. Nous ne pouvons pas nous substituer aux agences de voyage, au système bancaire, aux compagnies d'assurance. Écoutez bien, nous ne pouvons pas assurer la protection juridique des Camerounais d'origine ayant acquis une autre nationalité. Donc, manque de temps, je pense que grosso modo, c'est ce que nous faisons dans nos services consulaires. Je vous remercie. S'il y a des questions. Je vais permettre à 4 personnes, maximum, ou plus. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement à Aurore pour qu'elle essaie de répondre dans un bref temps. Question, savoir pourquoi les femmes camerounaises peuvent prétendre avoir une double nationalité. Vous savez, il y a certaines femmes camerounaises qui ont la possibilité, qui peuvent jouir du statut de double nationalité. Ça, je tenais aussi à vous le dire. C'est consacré par l'article 32 de notre code de la nationalité. Il y a de 1968, notre code de la nationalité. Donc je tenais à vous dire que la femme camerounaise qui a perdu sa nationalité par les liens de mariage et qui n'a pas expressément renoncé à sa nationalité devant l'officier d'état civil au jour du mariage, conserve sa nationalité. Il faudrait que vous le sachiez. Et si vous allez au consulat, si vous allez même dans un service administratif, vous pouvez revendiquer votre double nationalité, mesdames. Ça va, la femme qui a perdu sa nationalité parce qu'elle s'est mariée à un étranger peut revendiquer la double nationalité. Et les enfants issus de ce mariage conservent aussi la nationalité camerounaise. Quitte à ce que, si nous avons la majorité de ces enfants, après 1 an et 6 mois, on exige que l'enfant se prononce, puisqu'il n'y a pas de double nationalité. On exige que l'enfant se prononce s'il reste camerounais ou s'il opte pour la nationalité étrangère.
qui est proposé pour aider, par exemple, pour les titres de séjour. C'est ce qui va du cas par cas, par exemple, l'État dans la date de son titre de séjour ou ce genre de trucs. La bonne question, c'est quoi? Si l'ambassade, si le consulat peut aider un Camerounais à obtenir un titre de séjour étranger, est-ce que vous pouvez poser une question qui relève de la souveraineté de notre État? Demandez-moi si je peux vous délivrer un visa pour partir au Cameroun. Demandez-moi si je peux vous établir l'ambassade, le consulat peut vous établir une attestation. Vous comprenez? On peut faciliter. Nous facilitons parce que nous mettons à votre disposition toutes les pièces requises pour votre procédure. Mais nous ne sommes pas la France qui est souveraine, qui décide si oui ou non on donne le titre de séjour. Ce n'est pas possible. Et je dois peut-être lui repasser le micro pour le mot de fin. Bonsoir ma princesse. Bienvenue à tous les enfants de nous. Je suis maman bien que vous connaissez. Donc mon cas n'est pas compliqué. Mon cas est juste parce que avec un Français et par le mariage, j'ai perdu la nationalité camerounaise. Donc c'est parler de pouvoir avoir des nouvelles nationalités. C'est pour ça que je demandais que si c'est possible de serrer la première de pouvoir obtenir encore la nationalité camerounaise. Parce que étant marié avec le Français, malheureusement, il est plus là. J'ai perdu ma nationalité camerounaise. C'est ça que je demandais. Je vais avoir la chance. Vous êtes fondé avec la nationalité. Vous avez le droit. La nationalité camerounaise, vous avez le droit. Vous avez les textes, article 32, pour la nationalité de 1968. Vous êtes fondé avec la nationalité. D'accord. Je suis content d'être là avec vous. Je vous remercie de votre attention et particulièrement à Patrick qui a bien voulu m'associer à. Je ne sais pas comment dire. Il m'a permis de revoir les liens. Je suis votre fille, je suis votre sœur. Si jamais il y a un service qui a sollicité et que je peux, à ma qualité de premier conseiller représentant de l'État dans une ambassade, il suffit d'un coup de fil à mon petit niveau, si c'est possible. Voilà, merci bien. Merci infiniment, Laure. Aurore, merci infiniment pour ton intervention. Merci pour ton déplacement et merci pour ta présence. Merci infiniment. Il y a Mélanie Coueteux qui est invitée ici et qui va vous présenter son association. Allô? Allô? Ok. Bonsoir, c'est moi. Bonsoir, Loum. Bonsoir, Loum. C'est le frère. Ok. Bon, je me retrouve. Moi, ce que je voulais vous dire ce soir, moi, je suis votre soeur de Loum, vous me connaissez assez. C'est que nous avons un projet, moi c'est Fran. Non. Ce que je voudrais dire, moi enfant de Loum, étant né et grandir à Loum, je voudrais vous présenter un projet. J'ai créé à Loum l'association qu'on appelait Women's of Action. C'est une association qui accompagne des indigents dans la ville de Loum. Sauf que
chose. Sauf que maintenant, il faut que le projet grandisse. Et puis ce projet grandit, on voit que nous autres, les aînés, nous sommes partis en laissant nos parents à nous. Non seulement on laisse les enfants qui aujourd'hui sont devenus, je fais un plateau de vente de tous les produits qui vont servir pour la rentrée prochaine des enfants. Joe l'a conscience, je le sais, ça fait des années qu'on fait des rentrées scolaires pour les enfants. Et cette année, j'ai dit, je propose des produits que larron, étant faisant de il fallait que je propose un produit pour permettre. Mais sauf que derrière ça, il y a quoi? L'association Women's Hub Action a décidé pour cette fois lancer un projet qui peut nous aider à nous tous. Nous sommes des enfants de nous sommes nés à nous, et sauf que nous, on grandit, on part. Et derrière nous, on laisse nos parents. Après analyse, après plusieurs voyages au Cameroun, je me suis rendu compte que nos parents sont abandonnés à eux-mêmes. Ou parfois les parents obligés d'aller prendre des personnes lointaines pour venir s'occuper de nos parents. Donc, j'ai décidé de mettre sur place une association existante, j'ai décidé de mettre sur place un projet qui va s'occuper de ces personnes. C'est-à-dire quoi? Ces personnes, c'est qu'on va s'occuper de manière médicale, d'accompagnement médical, c'est-à-dire que les accompagner dans leurs soins médicaux, les accompagner pour leurs problèmes administratifs, parce que la dernière fois, il y a un truc qui m'est revenu, qu'il y a une maman qui ne pouvait même pas aller payer sa quittance à la Sonel, et donc on est venu couper la lumière chez elle. Peut-être elle peut être accompagnée. Donc on met des personnes sur place qui peuvent accompagner ces personnes. La dernière épreuve que j'ai vue, c'est que ma maman a eu un problème, elle est tombée, elle s'est cassée le bras. Mais sauf qu'on était obligé de prendre des personnes parallèles pour aller l'accompagner à l'hôpital pour pouvoir suivre ses soins. Je me suis dit non, là c'est trop, il faut que nous on essaie de mettre sur place un projet qui permette que nous on accompagne nos mamans. Nos parents, c'est pas seulement nos mamans, nos parents, afin qu'ils puissent réussir dans leur, en fait, mieux vieillir. Moi j'ai mis ça, j'ai appelé ça le projet mieux vieillir. Je devais vous partager les flyers ce soir, mais sauf que malheureusement, ça arrive que demain matin. Donc mieux vieillir, c'est quoi? Mieux vieillir, c'est quoi? Mieux vieillir, c'est que nos mamans ou nos parents qui sont là, la majorité c'est des veufs ou des veuves, qui sont là, qui sont complètement coupés de tous leurs amis anciens, parce qu'elles ne vont plus dans les champs, elles ne vont plus dans les réunions, elles ne font plus rien, elles sont coupées complètement. Donc c'est organiser un point où elles peuvent se retrouver. On peut le prendre en soin. Elles se retrouvent au moins 1 ou 2 fois par semaine, où elles peuvent faire des petits trucs qui vont leur permettre de réactiver leurs instincts. Vous allez voir sur mon stand, il y a des trucs que j'ai fait à la main, pour dire qu'on peut faire des choses à la main. Et ça va leur permettre de mieux s'intégrer. Et quitte à ce que par rapport à ça, organiser des petits voyages, des petites excursions, des petits trucs, des petites soirées dancing, karaoké, un truc qui vont leur permettre, qui vont leur raviver un peu. Moi, c'est le projet et c'est là. On est en train de se mettre sur pied. Je voudrais être accompagné, si vous le voulez bien, par la CEFRA. Donc, si la CEFRA le veut bien, vous voulez qu'on accompagne ce projet. Les structures, tout est là pour accueillir ces personnes. Mais je voudrais vraiment, avec cet amour, et ce sens de loup, on essaie vraiment d'accompagner ce projet. Parce que
Yomi Dingue de la famille Yomi de Loum. Je vis en Italie depuis plus de 32 ans et je suis là ce soir par rapport à l'invitation du CFA pour la présentation de mon livre. J'ai en profité pour pouvoir faire une soirée de dédicace à mes propres frères, mes propres amis de la ville de Loum. La soirée pour moi a été magnifique parce que je ne saurais refuser. Les enfants de Loum m'ont vraiment soutenu dans la dédicace du livre parce que je suis venu lancer un cri de guerre par rapport au fait que j'ai voulu que les enfants de Loum me soutiennent dans la promotion de mon livre que j'ai écrit regardant l'immigration en général de la ville de Lampedusa quand les immigrés arrivent jusqu'à ce qu'ils obtiennent les documents et à l'insertion sociale. Ce qui fait que la conférence a été optimale puisque beaucoup m'ont suivi, il y a eu beaucoup de questions et je crois avoir apporté une satisfaction dans mes réponses. Et vraiment, ça a été une soirée merveilleuse. Vraiment, je ne dirais plus pas, il serait plus très long. Je suis content de cette soirée du CFA. Bien, je suis le docteur Blaise Aimé Hélard, PhD économie de développement, option, maturation des projets. Nouvellement inscrit dans cet ordre. J'ai été invité par Patrick Djomo pour apporter ma contribution dans le cadre des rencontres de la CELFRA. Je devais partager avec mes frères et sœurs de Loum un thème sur la maturation des projets entrepreneuriaux et la recherche des financements. J'avoue que ça a été une conférence assez suivie par l'ensemble des enfants de Loum qui étaient présents. Nous avons fait le tour de la question. Nous avons fait le point sur les éléments de maturation d'un projet, quelle que soit sa nature. Et nous avons discuté sur les sources de financement disponibles, que ce soit les financements de l'État ou les financements des partenaires techniques financiers tels que la BAD, la BDAC, la CEAC, le PNUD et bien d'autres partenaires. Il a été question de montrer aux enfants de Loum que toutes les fois un projet sera réputé à maturité complète, c'est-à-dire rassemblant tous les critères de maturation, ils sont pour l'instant au niveau de la législation camerounaise évalués à 11 critères qui ont été tous partagés. Une fois qu'un dossier remplit ces critères, il est réputé à maturité complète et il peut être éligible à tous les financements, aussi bien ceux de l'État que ceux des partenaires techniques financiers dont j'ai fait allusion tout à l'heure. J'exhorte les enfants de Loum autour de cette initiative loi animée par le comité d'organisation sur lequel trône Patrick Djomo. Je les exhorte à croire, à procéder à la maturation de leurs idées de projet et à être certains qu'on va les accompagner. L'État a mis en place un certain nombre de dispositifs. Les partenaires financiers étrangers ont mis en place des dispositifs. Il suffit tout simplement de remplir les critères de maturation exigibles et être inscrit au financement de ces projets. Nous en avons longuement étudié et je crois qu'au terme de cette rencontre, les enfants de Loum qui ont pris part à cette conférence ont été largement édifiés sur les critères de maturation et ils s'engageront à engager leurs projets, leurs idées de projet dans le circuit de maturation
qu'ils puissent bénéficier, comme tous les autres Camerounais, des financements dédiés. Donc je voudrais inviter les enfants de Loum qui sont extrêmement fertiles en termes d'idées à penser qu'ils peuvent venir faire la politique à Loum. Nous avons besoin de ces esprits neufs, quel que soit leur bord politique. Je pense qu'ils sont les mieux placés en ce moment, dans le contexte actuel, d'aspirer aux commandes des communautés, aux commandes des postes législatifs et municipaux qui feront l'objet des prochains scrutins. Dans la CEFRA, il y a des enfants de Loum qui ont la compétence, qui ont les qualités et qui ont le patriotisme économique, qui ont la volonté de développer Loum parce qu'ils ont d'abord leurs propres moyens et ils ont des contacts avec la diaspora. Alors je pense que nous devons taire nos querelles et donner la possibilité à cette jeune génération de venir aux affaires. Ils ont les moyens, ils sont cosmopolites dans leur constitution. Vous trouvez les enfants de l'Ouest originaires, les enfants du Mungo, les enfants du Nord, les enfants du Sud. Ils ont la possibilité de diriger Loum et je pense qu'il vaut mieux nous mettre autour d'eux pour les accompagner afin qu'ils deviennent les futurs maires et les futurs députés représentant l'arrondissement de Loum. Je vous remercie.